Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Lors du dernier épisode, nous avions laissé nos amis au terrier par une agréable soirée d'été qui s'est prolongée jusque tard dans la nuit, car le réveil va être un peu compliqué pour nos chers adolescents, comme nous pourrons le voir en ce début de chapitre. Cette semaine, c'est à l'ancienne que nous présenterons ce chapitre, puisque Marina et moi serons en duo sans invité pour cet épisode. Il y a plusieurs petites raisons à ça, c'est qu'on a proposé en fait à des invités, à des auditeurs, mais on a demandé à 2 auditeurs, et puis finalement ça n'a pas pu se faire, on a dû décaler. Et puis entre-temps, je crois qu'il y a eu un certain jeu qui est sorti, qui nous a pris un petit peu de temps. Et une certaine flemme de ma part, je dois l'avouer. Voilà, enfin l'un dans l'autre, ce chapitre sort un petit peu en retard et du coup on s'est pas mis la pression, c'est du tiens, c'est l'occasion de faire un épisode à 2, voilà. Et comme vous l'entendez, on fera un épisode sûrement à 3, puisque Weezy s'invite dans cet enregistrement. Donc je pense qu'on va, parce que là depuis le début on a recommencé 3 fois, je crois, à cause de Weezy. Donc je suis désolée, mais vous allez devoir entendre ces miaulements en fond, parce qu'on va pas recommencer à chaque miaulement. Ouais, elle risque d'être un peu présente là, elle est pas trop contente qu'on enregistre. Peut-être qu'elle le sent aussi, qu'on enregistre en retard, qu'on n'a pas d'invité, je sais pas. Mais elle n'a pas l'habitude, le samedi matin, normalement c'est chill, et là le samedi matin on se réveille et on enregistre. Donc ça la perturbe un peu. Comme c'est samedi matin, on pense bien prendre sa boisson chaude, son thé ou son café. Il va falloir se réchauffer parce qu'on se lève tôt pour aller à la Coupe du Monde de Quidditch. Suivez-nous. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 6. Le porte au loin. La nuit est de courte durée au terrier, alors que Madame Weasley vient réveiller tout ce petit monde. Il fait encore nuit dehors. Après s'être préparés en silence, les jumeaux ainsi que Harry et Ron rejoignent Monsieur et Madame Weasley déjà au branle-bas de combat. Molly déjà dans les fourneaux, et Arthur semble faire le point sur les billets d'entrée. Quand il aperçoit les garçons, il leur montre avec fierté son accoutrement de moldu pour se fondre dans la masse. Un chandail de golf et un très vieux jean tellement grand pour lui qu'il est retenu par une épaisse ceinture. Évidemment, Arthur cherche l'approbation de celui qui a vécu tant d'années au milieu des moldus, c'est-à-dire Harry. Mais là, c'est quelque chose qu'on évoque souvent à la fréquence, c'est l'incapacité des sorciers à s'habiller comme des moldus. Mais c'est quand même un peu bizarre de la part d'Arthur, parce que Arthur, son métier, c'est d'être au contact des moldus, c'est justement de venir en aide aux moldus qui sont piégés par les sorciers. Et même lui, c'est pas du tout s'habiller. Ouais, mais ils ont une mauvaise lecture de la mode moldue, en fait. Ouais, c'est ça. Après, il y a tellement de genres différents, d'habillement, de mode, parce que finalement, il y a la mode, mais chacun s'habille comme il veut. Et il y a tellement de styles différents que je pense que les sorciers, ils se perdent un peu au milieu de tous ces styles. Ouais, mais en fait, il cherche beaucoup trop compliqué. Je veux dire, il met un t-shirt et un pull et Oui, mais pour réglé. nous, c'est simple. Mais pour Mais eux, ils sont habitués à être en robe de sorcier. Non, mais c'est l'humour un peu à la J.K. Rowling, c'est sûr. Mais voilà, c'est toujours un peu étonnant. Puis en fait, le côté positif, c'est que ça vient un peu contrebalancer le jugement que les sorciers portent sur les moldus, en fait, parce que les moldus sont un peu ridiculisés par les sorciers, mais en même temps, la contrebalance de ça, c'est que les sorciers sont un peu bébêtes et ils savent même pas s'habiller, ils savent même pas mettre un jean et un pull. Donc je trouve que ça vient un peu contrebalancer le jugement sur les moldus de la part des sorciers, je trouve. Ouais, je suis pas sûre, parce que on sait ce qui ne va pas ensemble, parce qu'on a l'habitude de s'habiller, mais je pense que pour des gens qui sont pas du tout dans la culture moldue et tout, enfin les sorciers, que je parle comme s'ils existaient vraiment, Non, oui. mais je pense qu'ils peuvent être un peu perdus au milieu de tout. Genre tu rentres dans un magasin de fringues, y a moyen de faire des combinaisons assez originales, tu vois. Ouais, mais après, regarde Harry Styles. En fait, les sorciers s'habillent comme Harry Styles. Harry Styles Potter. Après, on voit bien que les sorciers sont pas tous au même niveau, parce que par exemple, plus tard dans la Coupe de Feu, on va faire la rencontre de Barty Croughton. On en a entendu parler, mais on va le rencontrer plus tard à la Coupe du Monde de Quidditch. Et lui, c'est parfaitement s'habiller comme un moldu. Donc en fait, c'est pas quelque chose de général chez les sorciers. En fait. Après, est-ce qu'on peut dire qu'Arthur, c'est un excentrique aussi ? Oui. Déjà, chez les sorciers, c'est un excentrique parce que il adore les moldus, il adore la technologie moldue. Donc pour les sorciers, c'est assez excentrique. Et après, dans mon imagination, je sais pas si ça vient du livre ou pas,
Pour moi, il s'habille d'une façon excentrique, en fait. Mais Arthur, c'est un peu l'excentrique du livre avec Luna, en fait. Après, quand tu regardes, même s'il est excentrique, Arthur, il est excentrique dans le monde des sorciers parce que il adore les moldus, alors qu'en fait, la plupart des sorciers s'en fichent un peu des moldus. Mais j'ai quand même tendance à penser que sur la mode des vêtements, etc., Arthur, il représente quand même une grande majorité des sorciers. T'as l'impression quand même que la plupart des sorciers savent pas s'habiller comme des moldus, quoi. Dans un très long bâillement, George se demande où sont ses frères aînés, Percy, Bill et Charlie. Ces derniers ont la chance de pouvoir rester plus longtemps au lit car ils ont leur permis de transplaner. Harry semble surpris qu'il existe un permis pour pouvoir transplaner. Monsieur Weasley lui explique que l'utilisation du transplanage n'est pas chose aisée, et si ce n'est pas exécuté convenablement, il peut y avoir des complications terribles. Si tu transplanes sans permis, le département des transports magiques t'inflige une belle amende. 2 personnes en ont fait les frais récemment. En plus de l'amende, ils ont été désarticulés. Devant la surprise d'Harry, Monsieur Weasley lui explique qu'il s'agit pour eux d'être coincés. Ils sont obligés d'attendre que la brigade de réparation des accidents de sorcellerie remette tout ça en place, plus le travail sur les moldus qui ont vu des morceaux de corps par terre. Aujourd'hui, ils s'en sont remis, mais la lourde amende les a bien calmés. De nombreux sorciers, même expérimentés, préfèrent se déplacer avec le bon vieux balai. Par exemple, Charlie Weasley a raté sa première tentative de permis car il a transplané un peu trop au sud et a fini sur la tête d'une pauvre dame qui faisait ses courses. Par contre, je me pose une question sur le désarticulage. Comment les sorciers survivent? C'est qu'ils ont des capacités de guérison extraordinaires. S'ils peuvent survivre au fait de perdre des membres. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est un peu de la magie. Parce que quand on voit Ron dans Les Reliques de la Mort, partie 1, c'est ça? Est-ce qu'il est désarticulé? Ouais. Mais il souffre alors qu'il n'a ouais. pas perdu un bras, tu vois. Bah, dans le cas de Ron, c'est qu'ils se font attaquer. Alors, est-ce que ça change quelque chose parce que tu te fais attaquer? Mais est-ce qu'il a des blessures à cause de l'attaque ou à cause du... Est-ce parce qu'il est désarticulé? Non, c'est parce qu'il est désarticulé. Je sais pas, ouais, dans Les Reliques de la Mort, avec Ron, on voit bien que ça peut être quand même hyper dangereux. Donc, je Mais pense... pourtant, il n'a pas perdu un membre, tu vois. Ouais. Bah, ouais, c'est assez bizarre. Et j'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé de détails, en fait, sur le désarticulage ou désarticulement. Bah, c'est vrai que comme Arthur en parle, t'as l'impression quand même que c'est un truc un peu comique, un peu drôle, tu vois, genre que t'as des jambes qui marchent sur un trottoir et puis que t'as le haut du corps haut de part et puis ça pose pas de problème parce que c'est la magie, il faut juste réparer ça avec un petit Ouais, sortilège. donc ça veut dire qu'il s'est pas arraché. C'est Ah, pas... Ouais. En fait, ton corps est toujours lié par la magie, mais il se trouve dans 2 endroits Ouais. différents, sans être arraché pour autant. Mais après, moi, je pense que ça peut être létal. Hein. Je pense que tu peux en mourir quand même. Hein. Mais du coup, comment? Ouais, je sais Parce que pas. le fait d'avoir 2 parties du corps séparées, ça pose pas de problème. Alors que Ron, on voit bien, après c'est le film, mais dans le film, il a des bouts de peau qui ont disparu, qui ne l'ont pas suivi, et il souffre le martyre. Ouais. Des bas se font entendre, et c'est Ginny et Hermione qui arrivent dans la cuisine fraîches comme des roses. Comme moi, chaque matin en somme. Comme ce matin. Mais pourquoi se lever si tôt? Arthur répond à Ginny qu'ils vont devoir faire un petit bout de chemin à pied. Il rassure Harry tout de suite, parce que Harry fait encore une tête surprise. Non, ils ne vont pas aller à la Coupe du Monde à pied, mais vu que beaucoup de sorciers vont se réunir à un même endroit, et comme on parle d'un événement quand même assez important qui est la Coupe du Monde de Quidditch, mais Arthur est interrompu par Madame Weasley qui interpelle George qui a pris un air innocent qui ne trompe personne. Molly lui demande ce qu'il a dans ses poches, mais George évidemment lui répond qu'il n'y a rien du tout. Mais Molly connaît son fils, elle ne se laisse pas tromper et jette un accio. Des pralines longue langue arrivent dans les mains de Molly. Furieuse de voir que ses enfants lui avaient encore désobéi alors qu'elle avait demandé de les détruire, elle récupéra tout le stock avec un accio. Pour les personnes qui ne sont pas impliquées, la scène elle est un peu gênante. Madame Weasley jette 6 mois de travail des jumeaux à la poubelle, et comme on a discuté lors du dernier chapitre, ce travail est du temps perdu pour Madame Weasley qui aurait préféré que ses fils se consacrent à leur buse. Et il y a un moment, je sais plus quand c'est exactement, mais il y a George qui se plaint du fait que Percy, il transplane tout le temps. Parce qu'il demande, mais pourquoi les autres, ils peuvent dormir? C'est parce qu'ils ont leur permis. Je sais pas si tu l'as dit ça.
Et il y a George qui se plaint de Percy, qui, depuis qu'il a le permis, il descend même plus les escaliers, il transplane. Il trouve ça ennuyant. Mais genre, l'année prochaine, Fred et George feront exactement la même chose. On se rappelle au Square Grimoire. C'est-à-dire qu'ils se plaignent de Percy, mais un an plus tard, ils font exactement la même chose. Ils vont embêter tout le monde à transplaner partout. C'est parce qu'ils sont un peu jaloux. Ouais, je pense qu'ils sont un peu jaloux, quoi. Puis il y a un peu beaucoup de rivalité avec Percy. Enfin, rivalité ou mésentente. Je sais pas trop, mésentente plutôt. Ah, c'est pas tellement. Ouais, c'est pas parce que c'est pas de la rivalité, parce que je pense que les jumeaux n'envient pas Percy et son mode de vie et son mode de pensée. C'est plus. Ils sont tellement différents qu'ils s'entendent pas, en fait. Voilà, c'est plus ça. Bon, bah, avec tout ça, autant dire que le départ du Terrier en direction de la Coupe du Monde de Quidditch ne se fait pas dans une ambiance chaleureuse. Mais en fait, Molly, elle a toujours un peu le mauvais rôle, en fait. Ouais. Elle est tout le temps un peu rabat-joie. Par exemple, c'est dans l'Ordre du Phénix, surtout dans le film, je m'en souviens, quand tout le monde veut confier à Harry pourquoi ils se réunissaient et qu'est-ce qui les inquiétait par rapport à Harry. Tout le monde voulait lui expliquer. Et Madame Weasley, elle a arrêté tout le monde en mode c'est bon, c'est qu'un enfant, on n'en parle plus. Elle est très, très autoritaire, en fait. Bah, elle est autoritaire, oui. Et puis... Surprotectrice. Ouais, elle surprotège ses enfants. Elle les surprotège. Puis, ouais, elle est dure. C'est-à-dire que en tout cas, là, dans la coupe de feu, c'est hors de question que Fred et George continuent leur farce et attrape parce que, bah, comme on l'a dit au dernier épisode, elle voit aucune ambition derrière ça. Il peut pas y avoir de projet professionnel stable. Enfin, elle voit ça un peu comme des blagues, quoi. Et elle a envie que ses fils soient sérieux, qu'ils travaillent à l'école. Alors, c'est mais pas du ce qu'ils coup, font. alors, attention, j'espère que ça va pas être mal interprété. Mais c'est un peu hypocrite de sa part, sachant qu'elle-même n'a aucune carrière professionnelle, tu vois. Comment tu peux donner... Ah, attention, c'est tricky ce que je dis. Mais tu comprends ce que je veux dire ? Elle les force à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas, alors qu'elle a fait le choix vraiment le choix de sa vie. Elle a voulu vivre sa vie comme ça, elle a fait son choix, et elle a dû peut-être être critiquée par ses parents ou autres, mais elle assume son choix, tu vois. Alors pourquoi vouloir imposer une carrière à ses fils, alors qu'elle n'a pas de carrière ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est peut-être un peu dur mes propos, mais je comprends pas pourquoi elle veut les lancer dans une voie particulière. En fait, c'est comme si elle vivait à travers ses fils, tu vois. Et comme si la plus haute fierté, c'était d'être haut fonctionnaire dans le ministère. On le voit, Molly et Arthur, c'est un couple très traditionnel. Moi, la question que je me pose par rapport à ce que tu dis, c'est ça m'étonne pas tant, comment dire, qu'elle soit un peu dure et qu'elle nourrit beaucoup d'ambition pour ses fils, mais je me demande par rapport à Ginny, par exemple. Parce que je pense que la question se pose plus pour Ginny, parce que Molly, elle, a fait le choix d'être mère au foyer. En gros, de consacrer sa vie à ses enfants, à sa maison. Et comme elle dit, enfin comme tu dis, elle a fait le choix. Ouais. Le choix que, peu importe ce qu'on lui a dit, je suppose qu'elle a suivi son choix. On suppose que c'est un choix. Et est-ce qu'elle a le même rapport avec Ginny ? Parce que est-ce qu'elle ça serait intéressant de développer ça, parce que c'est pas développé. Est-ce qu'elle attend aussi une carrière professionnelle de sa fille ? Ou est-ce qu'elle est traditionnelle dans le but, tu resteras à la maison et élever tes enfants. Attention, je respecte tout à fait les mères au foyer, les pères au foyer. Mais c'est pas question de moi, ça. je pense que oui. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans les familles. Enfin, c'est pas parce que on a, on a un modèle parental avec, par exemple, mère au foyer et le père qui travaille, que les parents veulent forcément reproduire ce schéma. Enfin, voilà, il y a pas. Des fois, les parents guident leurs enfants vers des choix qui sont différents des leurs. J'imagine que Molly et Arthur font partie de ce genre de figure parentale. Elle leur donne plus qu'elle guide. Elle leur donne un choix de carrière. Oui. Mais elle guide pas. C'est ça le problème. Après, il y a aussi le truc où t'as l'impression que dans le monde des sorciers de J.K. Rowling, les gens fondent leur famille et commencent à travailler super tôt. On en a déjà parlé, mais je veux dire, entre 18 et 20 ans, les sorciers ils commencent déjà à faire des enfants, quoi. T'as l'impression que tout va très vite. Et peut-être qu'elle veut, le seul moment où, dans des familles de sorciers, tu peux, entre guillemets, encore avoir le contrôle sur tes enfants, c'est quand ils sont scolarisés à Poudlard. Parce qu'après, c'est trop tard, quoi. Enfin, déjà, en plus, la majorité, c'est 1 an avant. Ils sont, adultes à 17 ans dans le monde des sorciers. Oui, mais tu vois, c'est le mot aussi, contrôler ses enfants. Ouais. C'est pas parce que Alors, après, ça, c'est mon point de vue.
le fait de mettre des êtres humains au monde, ça ne veut pas dire les contrôler en les éduquant, en fait. Il faut juste leur donner une base de vie la plus saine possible pour que, justement, ils fassent leurs propres choix et qu'ils s'épanouissent dans leurs choix, en fait. Et pas de les contrôler jusqu'à ce que tu puisses, en fait. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui confondent le contrôle et l'éducation. Après, j'ai pas d'enfant, donc c'est juste mon point de vue de femme, d'être humain sans enfant. Mais mon point de T'as vue la théorie et extérieur, la c'est ça. pratique, quoi. Ouais. Mais j'espère qu'en pratique, Ouais. j'aurais pas envie de contrôler mon enfant, quoi. Mm, mm. Après, même si Molly, elle essaye voilà, d'orienter ou de contrôler, comme tu dis, Fred et George, de toute façon, c'est une cause perdue. Et peut-être qu'elle le sait, parce que tu peux pas... Fred et George sont comme ça, donc peu importe ce que leur mère peut leur dire, ils ont un projet et ils feront tout pour aboutir Mais à ce est-ce projet que, de farce et attrape. Donc, en fait, ils se font tellement disputer que ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. est-ce qu'elle Donc, apprend un jour que c'est Harry qui les a financés? je crois pas. Hein. Parce que la question, c'est comment elle réagirait si c'est son Ouais. petit Harry qui avait financé tout ce qu'elle détestait de base dans le projet de ses enfants. Je crois pas qu'elle le sache parce que Hermione et Ron finissent par l'apprendre. En tout cas, Harry il finit par leur confier que voilà que il a donné les 1000 galions la récompense du tournoi des 3 sorciers. Mais Molly, on sait pas. Je pense que ma théorie, ce serait qu'elle sait pas. Que jamais de la vie, Fred et George vont lui dire. Et puis peut-être que Harry, il voudrait pas que Molly sache en fait. Après, peut-être que des années plus tard, pourquoi pas. Je sais pas, c'est une bonne question. Moi, je pense pas qu'elle sache parce qu'elle a pas besoin de savoir. Bon, bah, en tout cas, après tout ça, les jumeaux partent même sans un mot pour Molly. Malgré ça, Madame Weasley lance un dernier avertissement dans le dos des jumeaux avant que toute la petite troupe traverse le jardin dans l'obscurité. Alors le jour commence à peine à se lever tandis que toute cette joyeuse troupe se met en route. Harry demande à Monsieur Weasley comment ils vont faire pour aller à la Coupe du Monde. Arthur lui répond que l'organisation a été un casse-tête sachant qu'environ 100 000 sorciers sont attendus. Il a donc fallu commencer par trouver un endroit suffisamment grand et qui puisse être protégé des moldus. Mais 100 000 sorciers selon le ministère et combien selon les sorciers? Selon les syndicats, Est-ce qu'il y a toujours une différence? combien selon les associations de fans? 1 million. En vrai, 100 000 sorciers, c'est énorme. C'est énorme. Et on peut imaginer la taille du stade. Puis ensuite, il a fallu réguler les arrivées, si bien que ceux possédant les billets les moins chers doivent arriver 2 semaines à l'avance. Personnellement, je ne sais pas si je camperais 2 semaines à l'avance pour assister à un match de Quidditch. Hein. Non. Même si c'est la finale de la Coupe du Monde, c'est quand même un peu abusé. 15 jours avant, bref. Mais c'est là où tu vois aussi que les sorciers, ils sont pas à la télé, en fait. Et c'est quand même dommage. Parce que Ah oui. s'il y a autant de sorciers qui veulent y aller qui veulent y aller, être présents sur place, est-ce que c'est pas parce que le seul autre moyen c'est la radio et franchement écoutez Après, on parle de camper, mais on parle de campement version moldu quand même. Enfin, version version sorcier. sorcier ouais. Pas version moldu. Ouais, c'est vrai. Ceux qui ont les moyens, ils ont des tentes assez sympathiques. Hein. Ouais. Il y a un petit bois réservé aux transplaneurs et pour les autres, il y a les transports moldus, mais aussi 200 portes au loin répartis partout en Grande-Bretagne. Le leur se trouve sur la colline de Tétafouine. Alors je me dis quand même que la plupart des sorciers doivent transplaner, non? En fait, la question que je me pose, c'est je sais pas s'il y a beaucoup de sorciers majeurs qui n'ont pas leur permis. Parce que moi, avoir mon permis de transplaner, ce serait une des raisons principales pour être un sorcier. Bah, comme dans la première partie, je disais que beaucoup de sorciers, que Arthur disait que beaucoup de sorciers, même très expérimentés, préféraient le balai que le transplanage. Ah, mais ça, je Parce comprends que pas, tu c'est vois. très dur et les conséquences d'un mauvais transplanage, ça peut être terrible. Ouais, mais je sais pas. Harry, bon, ok, c'est Harry Potter, peut-être, hein, et tout, le héros de l'histoire, l'élu et compagnie. Mais Harry, il transplane, il arrête pas de transplaner dans les reliques de la mort, il a jamais passé le permis, tu vois. Harry. Ouais, mais Harry, il est pas non plus surpuissant, tu vois. En fait, j'ai du mal à imaginer des sorciers qui vraiment galèrent à transplaner, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu. Après, comme dans le monde moldu, il y a des gens qui aiment pas conduire et qui galèrent à avoir leur permis de conduire et qui n'y arrivent pas. Comme moi. Tu as Ah non, quelque mais chose contre ces personnes-là? T'as fini par l'avoir. Oui, au bout de... Allez, je le dis.
de 5 fois. Voilà. Donc ça veut dire que si je lui ratais la 5e fois, je devais passer le code. Non, mais repasser le code. en vrai, t'es loin d'être la seule, hein. Donc, moi, t'es pas la seule Bah personne oui, que je connais je sais. voilà, qui a dû le passer autant de fois. Donc, Aujourd'hui, je conduis très bien. bah oui, oui. Non, mais, non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, ça existe tu vois, même dans le monde moldu, des gens qui peuvent pas avoir le permis ou alors qui préfèrent pas le passer parce qu'ils ont trop peur. Mais ça reste une minorité de personnes, je pense. Enfin, et j'ai du mal à penser qu'il y ait beaucoup de sorciers qui ne veulent pas transplaner ou transplaner, ça leur fait peur. J'ai du mal à le concevoir. En tout cas, moi, j'aurais grave mon permis. Je ferais tout, même si je galère, je ferais tout pour l'avoir et je ferais tout pour transplaner tout le temps. Non, moi, il n'y a pas beaucoup de transports magiques qui me donnent envie, sincèrement. Bah justement, le transplanage, Le ça t'évite. transplanage, ouais, mais quand tu sais que tu peux être désarticulé, Ouais, mais ça, c'est vraiment si tu fais pas gaffe, c'est vraiment si t'es pas concentré. Parce que t'as l'impression quand même que. Enfin, regarde Fred et Georges, quoi. Dès qu'ils ont le permis de transplaner, ils transplanent partout. oui, mais ils font des petites distances. Ouais, c'est peut-être plus facile sur des petites distances, mais oui, oui, oui. J'ai pas l'impression que c'est un gros problème. Genre, Harry, Ron et Hermione, ils le font tout le temps dans les reliques de la mort, quoi. Et pourtant, eux, ils transplanent de très loin. Ils voyagent partout en Grande-Bretagne. Là, j'ai décidé de faire une petite pause, et une petite pause traduction, comme je les adore, avec la colline de Tétafouine. Parce que ce nom, quand même, il est assez rigolo en français, la colline de Tétafouine. Head to Fouinas. Non, ça se dit pas comme ça en anglais. En anglais, ça se dit Stoated Hill. Et en fait, encore une fois, c'est assez fidèle en français parce que au niveau de l'étymologie, stoat, ça veut dire hermine. En gros, un animal de la famille des belettes. Et est-ce que tu sais comment on dit belette en anglais? J'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup et le renard chanter. Attends, En là, là. anglais. Attends, mais je croyais qu'il y avait le mot belette dedans. J'entends le loup et le renard. Et la belette, oui. Et la belette J'entends le chanter. loup, Ouais, le c'est renard ça. et la belette, ouais. J'ai oublié un Bah, grand en fait- moment de podcast. En fait, tout est lié, mais ça, c'est un truc qu'on a perdu en français, mais tout est lié parce que belette, ça se dit weasels. Et en fait, c'est là d'où vient le nom Weasley. Ah. Weasley, en fait, c'est des belettes dans leur terrier, dans leur burrow. Et en fait, du coup, la colline de Tétafouine est liée au Weasley dans un sens, parce que c'est en gros la colline tête de fouine. On peut le traduire comme ça. On aurait pu le traduire tête d'Hermine aussi. Mais du coup, Tu avais pensé à Hermione, du coup. ouais, Tête Hermione. Hermine, ça fait penser à Hermione, mais du coup, en anglais, pas du tout, parce que ça se dit Stoat. Mais en fait, c'est juste que comme Jean-François Ménard, et a raison, je pense, il a gardé le nom original des Weasley. Bah, nous, en français, on n'a pas la notion de Weasley slash Belette slash Hermine. Donc, on comprend pas trop que c'est un jeu de mots avec Burrow, avec le terrier. Mais du coup, tout est lié, en fait. Terrier, Weasley, colline de Tétafouine, on est un peu dans le même champ lexical de la belette, en fait. Voilà. Monsieur Weasley explique que les portes au loin peuvent avoir l'apparence de n'importe quel objet, et plus ils passent inaperçus ou sont repoussants, mieux c'est pour éviter d'attirer l'attention des moldus. Surtout que, bah, comme on l'a vu dans la dernière volière, je crois, les moldus, ils peuvent prendre des portes au loin. Donc, Ah oui. donc il vaut mieux qu'ils soient pas trop visibles et que ça donne pas trop envie, quoi. Donc si vous voyez pas de quoi on veut parler, on vous invite à... Je crois c'était notre dernière volière, il me semble. Hein. Donc la volière du dernier épisode. Et je crois que c'est toi, Marina, qui avait expliqué l'histoire Du de- concert. ouais, de deux moldus qui se sont de- retrouvés à un concert. Comment elle s'appelait? De Célestina Moldubec. Ah oui, c'est ça. Donc on a la preuve, les portes au loin fonctionnent sur les moldus, donc attention, quoi. Après avoir traversé le village désert, le groupe commence l'ascension de la colline tandis que le soleil commence à se lever. Enfin parvenu au sommet, tout le monde peut reprendre son souffle. Arthur annonce au reste du groupe qu'il leur reste 10 minutes pour trouver le porte-au-loin. Mais quelques instants après, une voix retentit pour annoncer à Monsieur Weasley que le porte-au-loin est par ici. Il s'agit d'Amos Diggory, qui tient à la main une vieille botte. Arthur le présente comme un de ses collègues du ministère, Amos faisant partie du département de contrôle et de régulation des créatures magiques. J'ai une petite question pour toi, Marina. Dans quel département du ministère de la magie préférerais-tu travailler? Et t'inquiète pas, je vais te refaire la liste. Donc là, on a le département de contrôle et de régulation des créatures magiques. Donc c'est là où travaille Amos Diggory. On connaît aussi le département de la justice magique, parce que c'est dans ce département que travaille Arthur. Et on en a d'autres. On a le département des accidents et catastrophes magiques,
le département de la coopération magique internationale, département des transports magiques, des jeux et sports magiques et département des mystères. Département des mystères. Ah ouais, ça serait le département des Mm. mystères? Pas de la justice magique. Non, le mystère, tu sais pas trop ce que tu fais. Est-ce que t'es un peu la CIA des sorciers? Ouais. T'es une langue de Mm. plomb. T'as même pas le droit de dire ce que tu fais. C'est ça. Bah moi, ça serait département des mystères aussi, 100%. Parce que, comme son nom l'indique, c'est mystérieux. Et C'est ça. j'ai envie de savoir. T'as envie de travailler dans l'ombre, connaître Ouais. les secrets du monde des sorciers. Ah, j'étais sûr que t'allais dire département de la justice magique. Et non, je peux te surprendre encore, malgré le mariage. Ou régulation des créatures, tu vois. Ah bah non, je veux pas réguler les créatures. T'es fou, toi? Ouais, mais régulation des créatures, c'est pas... Attention, c'est pas de la chasse ou je sais pas quoi. Hein, c'est, Bah, ils en feront quoi après des créatures dangereuses? Non, je pense que régulation des créatures magiques... Après, oui, c'est vrai qu'on va voir un Hein, mot... c'est comme la régulation des sangliers. Hein. Ouais, Hum, moi, je le dénonce. Je pense que le but de ce département, c'est surtout que les créatures magiques restent écartées du monde moldu. Et de bien surveiller que les sorciers qui possèdent des créatures magiques respectent les règles qui sont mises en place, tu vois, c'est plus ça. Je pense qu'il n'y a pas question de chasse ou quoi que ce soit. Mhm. Bah, je sais pas, je pense. Après, on a quand même l'exemple, par exemple, de Buck qui se fait condamner à mort. Donc, Ah oui. ouais, je pense que le département. Et puis oui. même, on va le voir, Amos Igori, il parle très mal à Winky plus tard. Enfin Mhm. voilà. Ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir une connotation comme ça. Ouais, moi, c'est une mauvaise connotation, régulation des créatures magiques. Ok. Amos n'est pas seul, il est accompagné de son fils de 17 ans, Cédric. Il est dit que Cédric a un physique avantageux. Vous savez que, donc, du coup, comment il s'appelle? Robert Pattinson. Oui. Il est jugé l'homme le plus beau au monde, ou en tout cas un des hommes les plus beaux au monde, parce qu'apparemment, la symétrie de son visage obéit à une vieille règle antique de beauté, etc. Il a le nombre d'or partout, dans chaque recoin de son visage. Et moi, sincèrement, attention, alors de 1, j'aime pas Twilight. Et de 2, j'ai vraiment du mal avec le charisme de Robert Pattinson. Je le trouve très froid, très antipathique. J'ai vraiment du mal. Bah, j'avoue qu'il il a une belle carrière, Robert Pattinson. Ouais. Après Twilight, tu as réussi. Ah ouais, ça fait partie de ces acteurs un peu comme Kristen Stewart aussi. Ouais. Un peu comme les acteurs d'Harry Potter, on leur a dit vous aurez pas de carrière et en fait ils ont prouvé tout le contraire. C'est pas vraiment le cas de... Bon, pour Harry Potter, ça marche plus ou moins, mais pas pour Kristen Stewart ni pour Robert Pattinson pour Twilight, hein, ça c'est clair. Bah, Daniel Radcliffe, il a la carrière qu'il veut. Oui, c'est pour ça que je dis... Emma Watson, elle est super épanouie dans ce qu'elle fait aussi. Ouais. Et j'ai l'impression que... comment il s'appelle? Rupert Grint, on commence à le revoir. On commence à le revoir. Il a fait une série avec Night Shyamalan. La série de Guillermo del Toro sur Netflix. Voilà, c'est ça. Je conseille. Alors, malheureusement, je trouve que l'épisode où il y a Rupert Grint, c'est peut-être celui-là que je préfère le moins. Parce que c'est une série anthologie qui a plusieurs épisodes. C'est des films, en fait. Et c'est très sympa. C'est un peu gore, attention, pour certains segments. Mais en tout cas, l'épisode de Rupert Grint, c'est pas à cause de Rupert Grint. En tout cas, moi, personnellement, je reproche rien à Rupert Grint. Et au contraire, ça fait plaisir de le revoir dans un autre rôle, je le trouve cool. Mais je crois qu'il est en train de tourner un autre film là. Sa carrière, il commence à revenir sur le devant de la scène. Puis je crois qu'il a joué, il a joué dans des films qui sont jamais sortis en France aussi. Ouais, et une série aussi anglaise, pas très connue en France, qui est sur Netflix, qui s'appelle Sick Note aussi. Ouais, j'ai pas Notamment. vu ça. Ouais. Et j'ai pas vu la série de Night Shyamalan. Faudrait que je regarde, ça m'intrigue. Bah après, Robert Pattinson, moi je me souviens parce que nous on était quand même à fond la génération, Twilight, le boom de Twilight, c'était quand nous on était au lycée. J'avais des camarades, surtout des filles forcément, qui étaient ultra fans de Twilight, je me souviens de ça. Et Robert Pattinson, il y avait un peu deux écoles, il y avait les filles qui le trouvaient mais genre c'était l'homme le plus beau du monde, et d'autres qui étaient là en mode bah non il est pas si beau que ça, moi j'aime pas trop. Ouais, ça a toujours existé ça un peu. Bah en fait il a un physique qui pas banal en fait. Ouais. Mais en tout cas, il a une super carrière et il a quand même fait Harry Potter et Twilight. C'est quand même balèze. De grosses sagas. Surtout Twilight, parce que bon, dans Harry jeunesse, Potter. Ouais, mais il apparaît quand même. Ah oui, il a quand même pas mal. Ah oui, il a un rôle dans la Coupe de Feu, ça c'est certain. Tout le monde répond au salut de Cédric, sauf Fred et George, qui ne lui pardonnent toujours pas d'avoir attrapé le vif d'or alors que Harry avait été victime des détraqueurs l'année précédente.
Amos explique qu'ils ont dû se lever à 2 heures du mat pour rejoindre la colline parce que, comme les autres, Cédric n'a pas encore son permis de transplanage. Puis il demande à Arthur si ce beau petit monde sont tous ses enfants, ce à quoi Monsieur Weasley répond que non, ses enfants sont uniquement les rouquins. Ouais, il y a juste 2 enfants en moins, sinon le reste c'est à lui, quoi. Oui, c'est vrai, il y a juste Harry et Hermione. Mais j'aime bien le fait que il dit ah non, moi les miens c'est juste les rouquins. Et j'ai été vérifié en anglais, c'est pareil, hein. C'est pas C'est Redhead. ouais. C'est pas une lubie du traducteur Jean-François Ménard. Monsieur Weasley explique alors que Hermione et Harry sont des amis de son fils Ron. Par contre, tu sais, c'est bizarre quand il a dit c'est juste les requins et tout. En arrière-plan, dans le film, si tu regardes bien, tu connais cette anecdote? Il y a Ed Sheeran. Non. Ah. Non, genre, t'as un vieux monsieur borgne qui leur court après et qui veut les faire courir à leur tour. Non, vous connaissez pas cette anecdote? Ah ouais. Je crois qu'elle est sur YouTube. Attends, je te laisse un peu toute seule là. Je laisse un peu planer le Je silence. laisse pour ceux qui n'ont pas la rêve de découvrir. C'est un personnage qu'on a imité, enfin une personnalité publique, médiatique qu'on a déjà imité pas mal de fois à la fréquence. Voilà. Oui, alors Monsieur Weasley explique alors que Hermione et Harry sont des amis de son fils Ron. Amos Diggory fixe Harry et il demande avec excitation s'il s'agit bien du célèbre Harry Potter. Harry acquiesce et même s'il est habitué à ce genre de rencontres, ça le met toujours mal à l'aise. Un peu comme nous en fait, on est tellement célèbres maintenant, voilà, avec le podcast, maintenant Twitch, je veux dire dès qu'on met un pied dehors, c'est En difficile fait, de pas être reconnu quoi. l'habitude, c'est quand on rentre dans un restaurant maintenant ou un lieu public, on demande à notre garde du corps de bien prévenir tout le monde qu'il n'y aura pas de photos ni d'autographes. Ouais. Qu'on veut juste manger tranquille. Ouais, et puis quand on nous dit « Ah, c'est vous Jérémy Marina, les célèbres Jérémy Marina », bah en fait, même si ça nous arrive très très souvent, on a du mal à s'habituer quand même. Voilà, ça nous gêne un petit peu. Mais par contre, voilà, si vous nous croisez dans la rue, que vous voulez un autographe, n'hésitez pas, ça nous fait quand même plaisir. Voilà. Non, mais en vrai, on me croise dans la rue. Je suis pas sûre qu'on ait envie de me demander un autographe. Parce que quand je suis dans la rue toute seule, moi j'ai le visage fermé, j'ai une bitching resting face. Je pense pas que je sois agréable de l'extérieur. Peach resting face. Amos raconte que Cédric lui a parlé de lui et qu'il est super fier de son fils parce qu'un jour, quand il aura des enfants à son tour, il pourra leur raconter qu'il a battu le célèbre Harry Potter. Ce qui n'est pas au goût de Fred et George, bien sûr. Cédric est un peu gêné et il explique à nouveau à son père que Harry a eu un accident. Mais Amos répond que oui, peut-être, mais que lui, Cédric, il est bien resté sur son balai pour la victoire et c'est tout ce qui compte. Il n'est pas très difficile de savoir qui est le meilleur joueur de Quidditch entre celui qui tombe et celui qui reste sur son balai. Alors globalement, c'est vrai qu'on peut dire que Amos Diggory, c'est pas un personnage très attachant dans le livre. Pour ceux qui connaissent que le film et qui n'ont pas lu le livre, en fait, c'est un personnage qui est quand même assez arrogant. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il va être très dur avec Winky un peu plus tard dans le roman. Il va même accuser Harry d'avoir fait apparaître la marque des ténèbres. Il va mal lui parler aussi avant la 3e tâche parce qu'il supporte pas que Harry soit le 2e champion de Poudlard. Enfin, en fait, il est très arrogant. Il est très derrière son fils, très fier de son fils. Et c'est un personnage hyper contrasté, je trouve. Alors, fier de son fils, c'est pas un défaut, mais fier de son fils au point d'écraser les autres pour mettre son fils en avant, c'est moins cool. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment pas un personnage sympathique dans le livre. C'est assez intéressant, cette prise de position de J.K. Rowling, enfin, dans la caractérisation du personnage. Par contre, après la mort de Cédric, spoiler alert, mais après la mort de son fils, il va refuser de recevoir les 1000 galions de Harry, parce que Harry, avant de les donner à Fred et George pour leur boutique de farce et attrape, il va évidemment proposer au père et à la mère de Cédric Diggory de prendre les 1000 galions parce que voilà. Et il refuse. Et là, on voit forcément un père qui est dans son deuil parce qu'il vient de perdre son fils, mais surtout, il a quand même des mots tendres pour Harry. Et voilà. Enfin, du coup, et puis je sais pas si c'est un personnage qu'on revoit plus tard. Je me suis posé cette question-là. J'arrive pas à y répondre. Mais voilà, c'est un personnage qui va être brisé évidemment par la mort de
de son fils, mais qui, jusqu'à la mort de son fils, c'est pas un personnage hyper sympathique. Ce qui est un processus. Enfin, je sais pas, c'est assez intéressant cette caractérisation du personnage parce qu'on aurait tendance peut-être à se prendre d'affection pour lui parce que surtout avec ce qui arrive. Mais du coup, on est un peu là, un peu entre deux chaises parce que bah, moi, j'aime pas ce personnage et en même temps, il perd son fils. Enfin, du coup, c'est un rapport assez complexe à la fin du roman avec ce personnage. Le temps presse et le porte au loin va bientôt s'activer. Amos dit que les Lovegood sont déjà sur place depuis une semaine. Donc ça veut dire que les Lovegood, ils ont eu un billet assez cheap, ils ont pu s'en prendre qu'un qui coûtait pas très cher. Et tu te rends compte, ça fait une semaine qu'ils sont en train de camper, quoi. Ça va bien à Xenophilius et Luna Ouais, Lovegood, ouais. quoi. Je les vois bien faire des expérimentations, aller explorer le campement, Se faire des potes. faire des trucs bizarres, se faire des potes chelous, ouais. Donc il y a les Lovegood qui sont là-bas depuis une semaine et les Fawcett n'ont pas pu avoir de billets. Et les Fawcett, c'est en fait la troisième famille, la troisième famille de sorciers qui habitent dans le coin. Arthur explique alors qu'ils doivent simplement tenir l'objet, donc le porte-au-loin, avec un doigt. Les 9 sorciers s'exécutent, tous réunis autour de la botte moisie. Harry se demande ce que penserait un moldu si jamais ils étaient surpris dans cette situation. Tu te dirais quoi, toi? Genre, t'es au petit matin, à l'aube, au sommet d'une colline perdue dans la campagne anglaise ou même en France, par exemple, et t'as 2 adultes et 7 ados qui tiennent une botte en cercle. Tu te dis quoi? Qu'il y a une certaine Marie-Jeanne dans l'histoire. Et toi? Moi, je penserais peut-être plutôt à un culte ou à une espèce de secte, tu vois. C'est quand même bizarre, genre des gens réunis qui tiennent une botte Sincèrement, je les approche pas, je prends pas le au risque. lever du soleil. Et genre, imagine, ils te voient, non, non, mais vous inquiétez pas, c'est juste qu'on est des sorciers, on va prendre un porte au loin. Non, mais en vrai, on en a déjà parlé, mais imagine, Juste- quelqu'un un jour te dit moi, je suis un sorcier et tout, le monde de la magie, ça existe vraiment. Regarde, je vais transplaner avec une botte. Tu fais je vais prendre la direction opposée. Je pensais que tu allais raconter une anecdote, en fait. Je pensais que tu allais raconter ton anecdote du prêtre dans la forêt la nuit quand tu conduisais. Mais ça n'a rien à voir avec la en lisant magie, c'est un culte. Non, oui, oui. Non, mais tu vois, moi, j'imagine un peu un truc comme ça, tu vois. Genre, j'aurais Ah un peu ouais. la même impression. Non, j'ai déjà vu près un monastère, une abbaye, la nuit, près d'une forêt, comment on appelle ça? Concession? Ouais, une concession, je crois Une que c'est. concession de prêtres? Enfin bref, vous comprenez ce que c'est, quoi. Ouais, Un groupe de prêtres un peu bizarre, quoi. Avec des hautes toges blanches sur la tête. Enfin, c'était un peu étrange. un peu caca dans l'ambiance. Ouais, c'est quoi. ça. Et du coup, ça m'a marqué en étant enfant. Ça me marque encore aujourd'hui. Du coup, j'ai peur la nuit dans les forêts. Enfin, non pas que je vais beaucoup dans les forêts la nuit, mais... Mais ça se trouve, c'était des sorciers. hein. Ouais, ça fout vachement trop ici, c'est ça, les sorciers. Ça se trouve, ils cherchent un porte au loin. Lorsque l'heure de départ du porte au loin arrive, Harry a l'impression qu'un crochet l'attrape par le nombril pour le tirer en avant. Et là, j'ai pensé à toi. Ah ouais, rien que pour ça. Parce que t'aimes pas trop tout ce qui est nombril et tout. En fait, c'est vraiment bizarre de s'imaginer ça. Mais genre, je pourrais pas me toucher le nombril et moi-même, j'ai du mal avec mon propre nombril, en fait. Rien que d'y penser, ça me fout les poils, en fait. Je trouve que ça a un nom. ça. De toute façon, c'est nombrilophobe. J'ai vraiment du mal avec les nombrils. Je peux pas regarder le nombril de quelqu'un, tu vois. Comme les pieds. Mais je crois que enfin, je sais pas si c'est une phobie, mais je suis plus dérangée quand même par les nombrils que les pieds. Ouais, mais La par contre, conversation est super bizarre. t'es pas dérangé par tes pieds. Non, mes pieds, non. Mais par contre, t'es dérangé par ton nombril. Ah oui. Ah ouais. T'arrives à te laver les pieds, mais le nombril, t'as du mal. Ah bah, je pourrais m'évanouir. Hein. Mais quand j'étais je sais pas si vous avez été opéré de l'appendicite. Alors quand ils vous opèrent maintenant, ils vous font passer des robots par des trous et tout pour vous opérer. Et quand vous vous réveillez, en fait, alors attention à ceux qui sont un peu sensibles, mais en fait, ils recousent en quelque sorte le nombril. Ils vous mettent des fils dans le nombril. Et ben moi, ça, quand j'ai vu ça, à chaque fois, je faisais tout pour pas regarder le nombril parce que je tournais de l'œil. Pareil pour Jérémy, hein, quand toi moi, j'ai ça. Hein. tu t'es fait opérer pour tu sais quoi, la vésicule. Ouais. Je pouvais Vas-y, pas regarder. raconte mon corps. Mais non, mais raconte mon historique médical. non, mais je veux dire, enfin, je peux pas. Ça, Ouais. je m'en serais évanouie, vraiment. Non, ça va, ça va. Dites-moi aussi que vous avez
des réactions un peu cheloues avec certaines parties du corps. En plus, c'est assez bénin, en vrai. C'est assez bénin. C'est Oui, vraiment c'est totalement bénin. Hein. C'est tout petit maintenant. Mais c'est très bénin parce qu'au fur et à mesure, les fils disparaissent. Ouais. Mais moi, c'est le fait déjà... Moi, j'ai du mal avec mon propre nombril, donc que quelqu'un ait touché mon nombril et en plus... Oh non, rien d'y penser, ça me fout les poils. Donc, si un jour vous êtes énervé contre Marina et que vous la croisez avec sa beach wrestling face dans la rue, vous pouvez Ah ouais, mais même chasser ça... son nombril. Ça, je deviendrais cinglée, même avec les vêtements. Qu'on me vise mon nombril, c'est pas possible. Ouais. Je serais carrément violente, je pense. Voilà pour l'aparté sur le nombril, c'était super intéressant. Et par contre, m'envoyez pas des photos de nombril, hein, c'est bon, je trouverais ça pas drôle. La description de l'utilisation des portes au loin, et c'est vrai que fait pas trop envie, quoi. Un crochet, Ah ouais. c'est un peu, Non, c'est non. un peu bizarre. En fait, t'es attiré sur le porte au loin, en fait. Ouais, Ça te ouais. tire au milieu du corps. Puis ça doit foutre une gerbe de fou, parce que t'es Ah ouais. dans un tourbillon de couleurs, et puis pouf, t'atterris au sol, la gravité te rattrape d'un coup. Ouais, ça doit pas être très agréable, un peu comme le transplanage, quoi, quand tu commences. Imagine transplaner bourré. Est-ce que tu survis? Les épaules de Harry cognent contre celles de Ron et Hermione à ses côtés, dans un tourbillon de couleurs avant de tomber soudainement au sol, donc c'est ce qu'on vient de décrire, et avec Ron qui fait trébucher Harry. Harry, il entend alors une voix qui annonce « Arrivée de 5h07 en provenance de la colline de Tétafouine ». C'est fini pour ce chapitre court, quoique qu'intéressant, non? Oh Petite variante. T'as frustré tout le monde, mais ouais. Non, mais voilà, je sais pas si ça va continuer ou pas, parce que je ne me souviens plus du chapitrage de la coupe de feu, mais je sais pas si on va avoir encore des petits chapitres comme ça. En fait, c'est le début de la coupe de feu qui est assez haché. Ouais, c'est très haché. Ouais, elle découpe vraiment l'action. Parce que là, par exemple, le prochain chapitre, si je me souviens bien, c'est toute la, comment dire, quand ils arrivent au campement, etc. Et en fait, le match de Quidditch, c'est encore un autre chapitre. Donc, elle découpe vraiment l'action. Mais ensuite, arrive à Poudlard, c'est peut-être, on retrouve peut-être des chapitres un peu plus équilibrés. Et malgré ce court chapitre, est-ce que tu as pu lui donner un petit nom? Ouais, je l'ai renommé. C'est bien, en plus, c'est pas un truc que j'ai évoqué dans le chapitre. Je me suis dit, ça se trouve, je vais l'évoquer et puis ça va spoiler mon titre de chapitre. Je le dis ou pas? Vas-y. Harry Potter et la coupe de feu, chapitre 6. On se lève tôt pour aller à Disneyland. Alors, je connais l'anecdote, moi. Ah oui, tu connais. Parce que moi, le truc de se lever super tôt à l'aube pour aller à un truc où tout le monde est trop excité, pour moi, c'est Disneyland. Parce que du coup, j'habitais en Normandie, c'était pas loin de Disneyland Paris, mais pour y aller à l'ouverture, il fallait se lever très tôt. Et j'ai des super souvenirs de ça, de se lever, il fait encore nuit, et t'es dans t'es dans la voiture quand le jour se lève, et t'as la tête dans le cul, mais t'es content parce que j'étais trop content parce que j'allais à Disneyland, quoi. Donc voilà. Et toi, Marina? Non, je suis pas hyper inspirée. Harry Potter et la coupe de feu, chapitre 6, un réveil matinal sportif. Ouais, voilà. Non mais, vous n'avez pas les Attends, coulisses. on me dit dans l'oreillette qu'il y a une chute d'audience. Non mais, vous ne voyez pas les coulisses, vous ne les entendez pas, mais je n'avais pas de titre de chapitre. Jérémy n'a pas voulu recommencer l'enregistrement tant que j'en avais pas trouvé un. Je suis maltraitée. C'est pour pas décevoir tes fans, quoi. Mais décevoir, c'est hyper décevant, le nom du chapitre. Je ne sais pas, je suis pas inspirée, même pour le Non, c'est meilleur vrai que personnage. celui-là, Tu sais, c'est un chapitre court et tout, personne se démarque, à part Molly qui fait encore la casse-bonbon, quoi. Ah, attends, là, toi, t'es sur le personnage, le oui. MVP. Ah, moi, j'en ai un, moi. T'en as un? Attends, Ouais. attends, alors j'essaye de deviner. Attends, qui t'as pu choisir? Réfléchis. Arthur? Non, tu vois, pour une fois, j'ai pas pris Arthur. Harry? Non. Le porte au loin? Non. Ouais, j'ai choisi la botte, la vieille botte moisie, ça fait sens. Molly? Les jumeaux? Non, tu cherches trop loin, là. L'intérêt de ce chapitre, c'est de découvrir qui. Amos?
Ah, plus qu'Amos. Cédric. Cédric C'est quoi Ah, c'est comme la rencontre avec Cédric Diggory. toi, c'est ton personnage qui t'a marqué? Bah, en fait, oui, parce que en fait, forcément, la première fois que tu vois un personnage, la première fois que Harry va rencontrer un personnage, c'est hyper important parce que dans la première impression, bah forcément, dans un livre, on va te caractériser le personnage. Et là, direct, tu vois que Cédric, c'est un bon gars, quoi. C'est le gars sûr, Cédric. Parce que tout de suite, il est fair-play. C'est un vrai pouf-souffle, en fait. Mhm. Il est fair-play parce qu'il dit à son père, tu sais, son père, il dit n'importe quoi sur le fait, ouais, mais toi, Cédric, t'es meilleur que Harry au Quidditch parce que lui, il est tombé. En gros, c'est Ouais, enfin, c'est un gros menteur, Cédric aussi, hein. S'il est aussi bon en cours et s'il est si bon au Quidditch aussi, c'est parce que ça fait 1000 ans qu'il est lycéen. Ouais, certes, il est plus vieux. Non, mais littéralement. 1000 ans. Oh non, Twilight. C'est un vampire. Je l'ai. Donc il a eu le temps de s'entraîner, il a eu le temps d'apprendre ses cours. Il connaît par cœur le truc. Non, mais on voit il est beaucoup plus fair-play que son père. Il se la raconte pas comme son père se la raconte parce que c'est son fils. Et il tient tête à son père, tu vois. Alors après, bon, il est devant Fred et George et Harry, il est quasiment devant la moitié de l'équipe de Gryffondor. Mais il est là en mode non, mais papa, c'est bon, je t'ai déjà dit, c'est pas non plus la gloire de fou parce que Harry, il a eu un accident. Et en plus, dans le tome 3, on sait que Cédric voulait rejouer le match. Oui. Donc en fait, c'est un personnage qui est hyper fair-play et c'est une qualité des poufs-souffles, je pense. Les poufs-souffles vont pas te la mettre à l'envers pour gagner. Je pense pas que ça intéresse un pouf-souffle de gagner à tout prix. Voilà. Donc, et moi, comme j'aime tous les poufs-souffles sont mes amis. Je ne suis pas un pouf-souffle moi-même, je ne suis pas assez bon pour être un pouf-souffle, mais je les adore tous. Donc voilà, Cédric. Ok. Et toi, du coup, t'en as pas? Oh non. Maintenant que je Voilà, t'ai dit Cédric Diggory, non? Je t'ai pas convaincu? Bon, bah, du coup, pour toi, ça sera la vieille botte moisie. Voilà. Ouais, c'est ça. Allez, sur ce, nous passons à la volière. Nous commençons avec un premier hibou sonore de Séverine. Bonjour Jérémy et Marina. Je me posais une petite question, donc forcément je vous la pose. Vous parliez des oiseaux tropicaux que Sirius envoie à Harry, et je me suis posé la question, est-ce que vous pensez que les hiboux ont une espèce d'historique GPS consultable? Ça permettrait de mener des enquêtes en regardant d'où viennent les oiseaux. Je suis étonnée que ce ne soit pas exploité dans le livre, mais bon, J.K. Rowling n'a pas pu tout exploiter. Voilà, pour cette petite question. Et puis, merci beaucoup de nous avoir permis de réentendre le rire de Vanessa. C'était un chouette moment. J'adore votre idée d'une émission spéciale fréquence podcast 3/4. Ce serait très chouette de retrouver tout le monde sur une émission particulière. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci Séverine pour ton hibou. Alors pour qu'il y ait un historique auprès des oiseaux, il faudrait qu'il y ait une sorte de pancine pour les animaux, en fait, tirer leurs souvenirs pour consulter leur trajet. Donc je pense qu'en soi, c'est pas possible. Voilà, c'est tout. Ouais. Bah attends, c'est une vraie question. Bah non, je pense pas que... De toute façon, même un sorcier peut pas soutirer... Bah non, non. Ah, quoique, si un sorcier peut essayer de rentrer dans la tête d'un autre sorcier. Ah, mais est-ce que tu peux rentrer dans la tête d'animaux? Est-ce que tu arriverais à décrypter ce qui se passe dans la tête des animaux? J'adorerais, par contre, ça. Est-ce que même le souvenir d'un animal, d'un oiseau, Ouais. est-ce que ça t'aiderait vraiment, tu vois? Je sais pas. Après, là, on parle de hibou magique. C'est plus que des animaux, tu vois. Oui, mais ça reste quand même un animal de base. Ouais, mais je veux dire, la ils ont des propriétés magiques. Enfin, ils ont une conscience. Enfin, les chouettes, les hiboux, dans le monde d'Harry Potter, dans le monde des sorciers, ils ont une conscience que n'ont pas les véritables chouettes. Parce qu'ils peuvent être interceptés, mais c'est le message qui est intercepté et pas la bête en elle-même pour son parcours. Ouais, moi je pense pas, je suis assez d'accord avec toi, je pense pas que ce soit possible parce que on le voit bien par exemple dans l'Ordre du Phénix, il y a Ombrage qui va fouiller Edwige, elle va même blesser Edwige, cette bitch. Je crois que c'est une de mes scènes que je déteste le plus, mais savoir à quel endroit un hibou il a été dernièrement, un peu comme le Prior Incantato, tu vois, pour une baguette magique, savoir c'est quoi l'historique de la baguette, ça, on sait que c'est possible. Mais je pense pas que ça soit possible pour une créature magique.
Et c'est possible pour un sorcier envers un autre. Et encore, c'est pas une science exacte. Par exemple, quand Rogue il essaye de rentrer dans la tête de Harry, c'est pas non plus, il voit pas non plus l'historique de ce qu'a vécu Harry. Oui. C'est un peu des brides de souvenirs, un peu à droite à gauche, de façon aléatoire. Donc non, je pense pas que Et ce soit encore possible. heureusement, parce qu'il y aurait des dérives, en fait. Ouais. Il y a eu des programmes comme ça, en tout cas, chez les humains, durant les guerres froides, par exemple, où les Russes ont essayé d'implanter des dispositifs espions dans des dauphins, par exemple, ou encore des antennes dans les queues des chats, par exemple. Ah oui. Et par exemple, c'est une expérience, c'est assez horrible, mais ils ont vraiment testé sur un chat. Et l'anecdote, c'est que quand ils ont... C'est pas une blague, hein. Quand ils ont libéré le chat espion, le chat s'est fait renverser par une voiture au bout de 10 minutes. Ouais. C'est vrai, hein. Je connais cette anecdote. Ouais. Donc le programme a été un échec, et bien heureusement, parce que ça avait réussi, les pauvres animaux aujourd'hui, ça serait de la chair à canon technologique, quoi. Mais en vrai, je pense que la technologie se penche sur ces questions-là et notamment, on peut le voir dans une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Black Mirror, qui interroge le rapport de nous, des êtres humains, avec la technologie. Il y a notamment un épisode assez célèbre où les humains peuvent se mettre une puce dans le cerveau qui enregistre toute notre vie. Et on peut avoir l'historique de toute notre vie. Enfin, en gros, notre vie est enregistrée H24 et on peut rewind quand on veut, quoi. Ça devient vite une obsession. Et voilà. Et souvent, comme dans Black Mirror, ça se finit pas très bien. Et donc, avoir un historique, c'est comme si la magie pouvait permettre de faire ça dans le monde des sorciers. Je pense pas que ça soit possible et je pense que ça serait très dangereux si c'était possible. Enfin, ça serait pas, je sais pas, ça serait pas respectueux de la créature magique. Non. Et pareil pour les sorciers. Nous passons tout de suite au hibou sonore de Guilhem. Bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout toi Marina, suite à l'écoute de tes commentaires sur les détraqueurs et tes expériences passées ou présentes à ce sujet. Je me permets de vous envoyer ce message car j'ai lu récemment plusieurs romans qui m'ont ramené à Harry Potter. La mythologie de Neil Gaiman et l'histoire du loup-homme Fenrir, et j'ai commencé aussi les Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett, où l'université de l'invisible et le chapeau de l'archichancelier sont pour moi Poudlard et le Choixpeau. J'ai fouillé un peu, hommage, inspiration ou plagiat par J.K. Elle semble l'avoir reconnu dans le cadre de Terry Pratchett. Puis je suis allé plus loin, Dumbledore, Gandalf, Détraqueur Nazgûl, Anneau de pouvoir Horcrux, ou encore Alice et Lewis Carroll, de Lewis Carroll, ou l'armoire magique dans le monde de Narnia, et l'accès à la voie 9 3K. J'ai eu un sentiment d'ouvrir une porte. Avez-vous déjà ressenti cela dans Harry Potter? Les inspirations, les hommages, ou peut-être pire, les plagiats. Je vous remercie, très bonne journée à vous, et surtout, continuez. Merci Guilhem pour ton hibou sonore. On dirait que tu as vécu un rabbit hole, c'est comme ça que ça s'appelle. Quand tu tombes, tu t'intéresses à un questionnement, à un dossier, et finalement tu trouves des indices. Ouais. Et en fait, tu tombes dans un terrier de lapin en fait très profond, et tu découvres plein de choses et tu n'arrives plus à t'arrêter. Ouais, quelque part, si tu te dis, est-ce que J.K. Rowling, elle s'est pas inspirée de Terry Pratchett? Et là, du coup, tu dis, peut-être que Neil Gaiman aussi, mais peut-être que Tolkien aussi, peut-être que, et peut-être que c'est C.S. Lewis aussi. Moi, ce que je dirais, c'est que pour la question du plagiat, je dirais que non. Alors après, je défends un peu Enfin, je suis fan d'Harry Potter, donc forcément, je vais pas dire Harry Potter, c'est du plagiat. Mais on peut pas dire qu'Harry Potter plagie parce que je trouve que l'univers, il est assez riche et novateur pour qu'il soit accusé de plagiat. C'est-à-dire que plagier, c'est vraiment copier à l'identique sans rajouter quelque chose de nouveau. Or, je dirais pas ça de l'œuvre de J.K. Rowling. Et même, je dirais que si l'univers de J.K. Rowling était le plagiat d'un autre, ça aurait pas fonctionné, ça aurait pas eu le succès qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, les inspirations, elles sont riches et elles sont nombreuses. Ça, c'est évident. On le sait, hein, J.K. Rowling est une grande lectrice, elle a une grande culture générale, et on sait qu'elle a été inspirée, elle a pioché des inspirations à droite à gauche dans plein de domaines, dans la mythologie, dans les auteurs classiques et modernes, dans la religion même. C'est une question qui est hyper intéressante, les inspirations religieuses dans le monde d'Harry Potter. Et en même temps, l'univers qu'elle a développé, il reste novateur, parce qu'en fait, elle a su apporter sa touche personnelle et pas reproduire à l'identique ses inspirations. Voilà, donc clairement des inspirations,
Il y en a beaucoup. Et J.K. Rowling ne s'en cache pas. Enfin, elle s'en est jamais cachée. Assez peu exprimé là-dessus, parce que au final, elle a fait assez peu d'interviews libres avec plein de questions. C'est assez peu arrivé. Mais par contre, quand on l'a déjà interrogée là-dessus, elle s'en est jamais cachée. Par exemple, on sait clairement que C.S. Lewis, c'est une grande fan de C.S. Lewis et c'est une grande fan de Narnia. Donc oui, c'est une grande lectrice, elle a été pas mal inspirée par tout ce qu'elle aimait lire. Moi, personnellement, je connais pas Neil Gaiman ni Terry Pratchett, donc je pourrais pas trop donner mon point de vue personnel sur ces deux auteurs. Par contre, Tolkien, c'est une référence évidente pour moi. C'est une référence évidente. Comme tu l'as dit, Guilhem, on peut penser aux Horcruxes et aux anneaux. Pour moi, c'est exactement la même chose. L'anneau unique est un Horcrux de Sauron. C'est la définition identique. Moi, je rajouterais aussi la relation entre Frodon et Sam et Harry et Ron. Pour moi, il y a beaucoup de similitudes. Évidemment, Gandalf, Dumbledore, les Nazgûl, des trackers, comme tu l'as dit, Guilhem. Je pense qu'il y a beaucoup de points à faire avec Tolkien et on sait que J.K. Rowling s'est bouffée du Tolkien, elle s'est bouffée du Seigneur des Anneaux, c'est une grande fan du Seigneur des Anneaux. Donc évidemment que c'était une grande inspiration pour elle. Et je pense que c'était quasiment inévitable, tant le Seigneur des Anneaux en fait, a posé les bases de la littérature fantastique moderne, je trouve. C'est-à-dire que J.K. Rowling, elle a été biberonnée à ça. Et je pense que c'est normal qu'on retrouve des similitudes, en tout cas des inspirations tout simplement de Tolkien et comme de beaucoup d'autres. Donc voilà, pour résumer, en gros, je dirais que oui, il y a des inspirations. Je pense qu'il y en a plein. Il y en a il y a des auteurs connus comme Tolkien par exemple. Et je suis sûr qu'il y a plein d'inspirations, peut-être moins connues, un peu plus confidentielles. Mais plagiat, non, je dirais pas plagiat. Je dirais pas jusque-là en tout cas. Et nous passons au hibou sonore de Lune Claire. Salut la fréquence, c'est Lune Claire. Alors j'aurais une petite réflexion par rapport à la coupe de feu et je voudrais bien votre avis. La voici. Alors je trouve que la coupe de feu est un tournoi totalement inutile, enfin la coupe de feu, le tournoi des 3 sorciers, vous m'avez compris, est un tournoi totalement inutile. La première épreuve, à la limite, est intéressante à regarder, mais la seconde, les élèves ne voient absolument rien étant donné que tout se déroule sous l'eau. On en a la preuve, Dumbledore est même obligé de parler à des créatures marines pour pouvoir savoir ce qui se passe. Donc, concrètement, les spectateurs, ils sont juste assis dans des gradins dans le froid à observer de l'eau. Ensuite, pour la dernière épreuve, le labyrinthe, eh bien, étant donné que c'est un labyrinthe, c'est le but, on ne voit rien. Enfin, les spectateurs ne voient rien non plus, et je ne pense pas qu'il y ait la retransmission en direct du tournoi des 3 sorciers commenté comme pour un tournoi de Quidditch par exemple. Et pour finir, c'est quand même un tournoi hyper dangereux et les élèves risquent leur vie. Cédric Diggory en est même mort, hein, attention spoiler. Donc voilà, je trouve que c'est un peu un tournoi de fou, comme beaucoup de choses à Poudlard d'ailleurs. Sinon, j'adore votre fréquence, continuez comme ça, c'est super chouette de vous écouter. Voilà, bisous. Merci Lune Claire pour ton hibou. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Le tournoi des 3 sorciers, c'est carrément une aberration. Déjà, ouais, niveau spectateur, déjà, quelles sont les attentes d'un spectateur ? Parce que quand tu vas voir un match, un tournoi, un spectacle, tu vas pour les sensations, pour l'action. Et là, du coup, qu'est-ce qu'ils attendent exactement, les spectateurs du tournoi ? Ils attendent au final de l'action quand même, mais de l'action qui met en scène un élève, une personne mineure, qui combat des dangers mortels. Donc c'est un peu malsain, je trouve. Et en plus, tu parles de la mort de Cédric Diggory, mais je crois me souvenir que depuis de nombreuses années, le tournoi s'était arrêté parce qu'il y avait déjà eu des accidents assez graves, je pense voire des morts. Donc c'était pas... Ils décident de remettre en route quelque chose qui a causé des catastrophes humaines au niveau d'enfants, en fait, d'adolescents. Donc ouais, déjà, en tant que spectateur, franchement, ça n'a aucun intérêt pour ma part. Et quel est l'intérêt de mettre dans une sorte d'arène des adolescents face à des dangers mortels ? C'est pour montrer le courage, tu sais, comme si le courage, c'était forcément survivre à quelque chose de mortel, tu vois. Que tu deviens le champion de ton école parce que tu as survécu à 4 tâches mortelles, quoi. Alors, il y a un peu de logique. Par exemple, quand il ouvre l'œuf et qu'il doit deviner, etc. Même pour les... Non, les dragons, je crois qu'ils doivent pas deviner.
Non. L'œuf, ouais. Et en fait, il y a un peu de logique, un peu de réflexion, mais c'est surtout de l'action, du combat, du physique. Et moi, je trouve ça un peu. En fait, je vois pas l'intérêt. Je vois pas le but final de ce tournoi. À part du voyeurisme, peut-être, je sais pas. Bah, c'est sûr qu'il y a un côté arène. Tu vois, Ouais, c'est ça. Arène de gladiateurs, un peu. Ouais, l'arène de gladiateur, il y a un côté comme ça. Après, la seule nuance que j'apporterais, c'est que Cédric Diggory, certes, est mort, mais je dirais pas qu'il est mort à cause du tournoi. Il est mort à cause de Voldemort, parce que Voldemort l'a tué. Et Ouais, mais il aurait pu mourir brûlé par un dragon. bah ça c'est une bonne question parce que on sait que comme tu disais, le tournoi il a pas eu lieu depuis des années parce qu'il y avait des morts et Dumbledore dit que voilà que les mesures de sécurité ont été renforcées et c'est vrai qu'on peut se poser la question mais il n'y a pas non plus la preuve qu'à un quelconque moment les champions sont en danger de mort. Je pense pas qu'ils le soient. Je pense qu'il y a Ah, c'est un dragon. bah oui mais bon Imagine leur sortilège, ils se loupent pour aller pour respirer Ouais, ouais, dans l'eau. Tu sais pas ce qui se passe, ils peuvent se noyer. Si, mais par exemple, tu vois, genre par exemple dans la première épreuve, certes il y a des dragons, mais la reine elle est entourée de sorciers hyper puissants. Dans Solo, les sirènes c'est des complices de Dumbledore et de l'organisation. Donc en fait, chaque candidat est surveillé de très près tout au long de la. Tu vois, donc par exemple si Harry est en train de se noyer, je pense pas qu'il aurait été laissé. Tu vois ce que je veux dire? Sous l'eau en train de mourir. Pareil, par exemple, quand Harry, parce qu'il est le premier sous l'eau à trouver les 4 êtres à sauver, et en fait, il prend au mot le chant des sirènes, et il reste parce qu'il se dit, mais mon Dieu, si personne les trouve, ils vont mourir. Et en fait, après coup, tout le monde se moque de lui en mode, mais t'as pas pris ça au sérieux, il y a jamais de la vie, Oui, ils ont été en danger de mort. Tu vois ce que je veux dire? Les épreuves, elles sont tellement compliquées qu'il y a Ouais. tellement des moyens que ça se déroule mal. Oui, oui. Par contre, il peut y avoir des incidents. Après, est-ce que les élèves ont été en danger de mort? On peut penser que oui. Moi, j'en suis pas sûr. C'est la seule nuance que j'apporterais. Je pense que Dumbledore. Attends, imagine, on a un enfant plus tard. On le met dans une école. Il est Bah sélectionné oui. pour un tournoi. Ouais, mais c'est le On monde de le la. met- Ouais. C'est le monde des On lui sorciers. Va voler un petit sanglier à la maman sanglier là-bas. Mais t'inquiète, il y a plein de gens, il y a plein de chasseurs autour. Non, mais je suis d'accord. Est-ce que ton enfant, tu laisses zenement aller à ce tournoi? Mais c'est sûr que notre point de vue moldu, on est là en mode, mais non, mais c'est trop dangereux. Après, ça reste le monde des sorciers. Je veux dire, le monde des sorciers. Harry, il tombe de 20 mètres de son balai. Il y a Dumbledore, il pointe du doigt et c'est bon, il a On parle de rien. la forêt interdite où il y a des créatures, des araignées qui Certes. peuvent bouffer des élèves. Certes, mais voilà, tu vois. On Mais oui. parle d'une pièce sauvegardée par un chien à 3 têtes, d'un gamin à chaque fin d'année scolaire qui est envoyé par son directeur au charbon pour sauver le monde des sorciers. Enfin, voilà, par exemple, on sait que dans le labyrinthe, il y a des rondes partout. Les élèves, en fait, les champions sont jamais laissés juste à eux-mêmes. En fait, ils sont tout le temps surveillés. Donc, après, je dis pas qu'un accident est pas possible, mais j'ai l'impression que c'est un tournoi des trois sorciers qui a été modernisé, tu vois, et que c'est pas en freestyle comme ça a pu l'être. Du coup, il y a tellement de sécurité que le trophée n'a pas du tout été échangé Oui, contre un ça. porte-loin qui l'a amené face au mage noir. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas un problème du tournoi des trois sorciers, c'est un problème interne dans le monde des sorciers qui a un mage noir qui veut tuer tout le monde, tu vois, et que peu importe le moyen, s'il veut te tuer, il arrivera à te tuer, tu vois. Ouais, mais le tournoi des sorciers, du coup, c'était bien goupillé pour Ouais. mettre son plan à exécution. Bon, ça, c'est un autre débat, parce que moi, je pense que c'était pas un si bon plan que ça, mais bon, on en reparlera certainement. Mais par contre, là où Lune Claire, elle a complètement raison, c'est les spectateurs, il n'y a aucun intérêt. Et oui. Enfin, pour l'école, je vois pas pourquoi l'école se déplace à chaque fois pour voir les tâches, parce qu'il y a rien à voir. Vraiment. Alors, sauf peut-être pour la première. Et encore, ce qui est marrant, c'est que pour la première tâche, le film, en ce qui concerne Harry, a décidé en plus de casser ça, parce que dans le film, le Magyar à pointe, il s'enlève de ses chaînes. Harry et le dragon, ils vont aller se fighter Donc, tu vois, dans la les airs. sécurité dans le film, il a quand même réussi à briser ses Ouais, chaînes. mais le film, il est osef. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens que le Magyar à pointe, il puisse partir comme ça. Tu vois, par exemple, dans le livre, si le Magyar à pointe fait ça, clairement, je pense que Dumbledore, il annule l'épreuve. Tu savais que le Magyar à pointe, il avait un nom? Oui. Bah, vas-y, je t'écoute. En fait, c'était une femelle, puisqu'elle avait un œuf et tout. Non, mais en vrai. Ouais, vas-y, dis ta bêtise. Daenerys.
Riseuse de chêne. C'est Daenerys. C'est un des dragons de Daenerys. Non mais voilà, cas typique par exemple, s'il s'était passé ce qui se passe dans le film pour Harry pour la première tâche, clairement ça serait je pense pas que Dumbledore aurait laissé faire par exemple. Mais par contre dans le livre c'est un peu comme dans le film, il y a aucun intérêt pour le spectateur à regarder de l'eau ou à regarder l'entrée dans un labyrinthe, c'est n'importe quoi. Donc ouais, ça par contre je suis d'accord. Et Lune Claire, au passage, on fait une petite dédicace à ton amie Malena. Voilà, tu l'as demandé, on le fait, incroyable. Allez, on passe tout de suite au prochain hibou sonore qui nous a été envoyé par Amande. Salut Jérémy, Marina. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année et une bonne santé. J'espère que vous allez continuer le podcast pendant super longtemps. J'adore tout ce que vous faites, vos émissions, c'est vraiment génial. J'adore travailler avec vous dans les oreilles, donc c'est vraiment un pur bonheur. Ensuite, j'avais une question. Dans les Reliques de la Mort, partie 2, Voldemort tue Severus Rogue pour devenir le propriétaire de la baguette de Suro, le maître. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le désarment pas simplement? Pourquoi est-ce qu'ils font pas un duel ou je sais pas, mais pourquoi est-ce qu'ils se sont obligés de tuer Severus Rogue pour être le maître de la baguette de Suro? Merci Amande pour ton hibou. Ta question est très claire et j'espère que ma réponse le sera tout autant. Mais parce que pour moi c'est clair dans ma tête, je pense c'est parce que Voldemort il est aveuglé par sa soif de puissance et il pense qu'il faut obligatoirement tuer le possesseur de la baguette de Suro pour pouvoir la posséder. Exactement comme la plupart des anciens propriétaires de la baguette de Suro dans le passé. Ce qui fait que c'est pour ça que la baguette elle a une histoire et un passé sordide et sanglant. Voilà. Donc, en fait, en vérité, concernant la baguette de Suro, Voldemort il se trompe sur 2 points. Un, il n'est pas nécessaire de tuer le possesseur pour récupérer la baguette. Voilà, un simple désarmement fonctionne. Et de 2, Rogue, de toute façon, c'est même pas le vrai propriétaire de la baguette, c'est Drago Malfoy. Donc en fait, il se trompe sur tous les points. Il a tout faux sur toute la ligne concernant la baguette de Suro. Donc en fait, je pense qu'il est juste aveuglé par sa soif de puissance. Je pense qu'il pense que pour avoir une baguette aussi puissante que la baguette de Suro, il faut nécessairement tuer la personne pour vraiment récupérer la baguette dans la totalité de ses capacités. Or, c'est pas du tout ça. Et je pense aussi, peut-être une deuxième raison, c'est que de toute façon, Voldemort, il fait aucune différence. Il n'a aucune considération pour la vie, si ce n'est pour la sienne propre. C'est-à-dire que tuer Rogue, il s'en fiche, quoi. Ça, je veux dire, Voldemort n'a aucun ami, il n'est attaché à personne. Et de tuer telle ou telle personne, il s'en fiche, quoi. Il s'en fiche, ça l'empêche pas de dormir, quoi. Donc voilà, je dirais ça. Je sais pas si Marina, t'as une quelconque réaction. Oui, et puis en plus, il l'a tué parce que c'était un traître aussi pour lui. Enfin, pour le coup, c'était un agent double, il travaillait sur les 2 terrains, et malgré tout, il lui a donné sa confiance finalement à Rogue, parce qu'il était persuadé qu'il était dans son camp. Donc aussi, il le tue par vengeance, tout simplement. Bah, ça, c'est pas très. Tu peux l'interpréter comme ça, mais c'est pas dit noir sur blanc quand même. La raison pour laquelle Voldemort assassine Rogue, c'est quand même parce qu'il pense qu'il est le propriétaire de la baguette de Suro. Alors après, est-ce que c'est parce que il se dit que Rogue finalement est du côté de Dumbledore? Je suis pas sûr. Parce que il faut se rappeler que Harry, justement, face à Voldemort, lors du duel final, il lui dit « Mais en fait, vous avez été berné par Rogue. Pendant tout ce temps, il a été fidèle à Dumbledore. » Et Voldemort le croit pas. Il croit pas Harry à ce moment-là. Donc je pense pas que Voldemort tue Rogue parce que en plus de la baguette de Suro, il pense que c'est un agent double. Non, je pense qu'il ne s'en doute pas. Par contre, il le tue tout simplement parce qu'il se dit mais c'est toi qui as désarmé Dumbledore, c'est toi qui as tué. Non, c'est même pas que c'est toi qui as désarmé Dumbledore, justement, c'est là son erreur. Il dit mais c'est toi qui as tué Dumbledore. Or, la baguette, elle appartenait à Albus Dumbledore, donc c'est toi le propriétaire de la baguette de Suro. Et en fait, c'est là qu'il se trompe. Non, parce que c'est Drago Malfoy qui a désarmé Dumbledore avant que Rogue le tue. Donc non, je pense pas. Enfin, peut-être qu'il a le doute en lui et que Harry vient un peu chatouiller le doute qu'il a. C'est possible. Il n'y a rien qui prouve le contraire. Mais je pense que la raison principale pour laquelle il tue Rogue, c'est la baguette de Suro. Ok. Nous passons au hibou sonore de Clémence. Salut Marina et Jérémy, bonjour à l'invité. Je m'appelle Clémence. Je vous envoie cet hibou sonore pour vous poser une question. Si on jette un sortilège de mort à une plante,
est-ce qu'elle va mourir? Voilà. En attendant les prochains épisodes, je réécoute les précédents, dont un dans lequel Marina renommait le chapitre Pas de citadelle de Besançon pour Harry. Et comme je suis byzantine, je connais bien la citadelle. Je vous adore, vous et votre podcast. Voilà, gros bisous. Un super titre de chapitre de Marie. T'as vu, je t'ai dit, il faut que tu renommes le chapitre pour tes fans. Je te l'ai dit tout à l'heure. Merci Clémence pour ton hibou trop mignon. Mais je suis contente quand des gens reconnaissent mes références. Alors je pense pas, je sais pas. J'ai pas trouvé de solution, mais je pense pas qu'un Avada Kedavra peut tuer une plante. Je pense qu'il peut y avoir des sorts pour enlever la vie d'une plante, mais je pense pas que c'est un Avada Kedavra. Je pense que ça fait rien une plante. Moi, je pense que oui. Tu penses que ça la flétrit Ouais, et ouais. elle meurt? Je pense. Bah, une plante, c'est un être vivant. Oui, mais regarde pourquoi. Ah oui, mais non. Oui, non. Parce que j'allais dire, par exemple, à la première année, dans le tome 1, quand ils se font prendre dans les filets du diable. Je me dis pourquoi ils lancent pas un Avada Kedavra, mais non, ils vont pas. Avec Ron qui dit « Mais Hermione, t'es folle ou quoi? T'as oublié que t'étais une sorcière ?»« Ah oui, c'est vrai. Avada Kedavra !» Moi, je serais une cinglée. Ça serait génial. J'aurais des araignées partout. Avada Kedavra. D'ailleurs, il y a un mème comme ça sur Internet avec, qui court partout. avec Hermione qui répare les lunettes de Harry et en fait qui lui lance un Avada Kedavra. Puis t'as Directed by Chris Columbus, tu vois. Non, mais en ce moment, avec la sortie du jeu, t'as plein de gens qui s'amusent genre à mettre l'extrait vidéo de la dame du train qui arrive avec des friandises. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Alors, à toi qui as joué au jeu, Oui. est-ce qu'on peut lancer vraiment des sortilèges impardonnables comme ça? Alors pour ceux qui veulent pas se spoiler, vous passez 30 secondes. Et pour ceux qui s'en fichent ou qui le savent déjà, oui, tu peux. Dès le début? Non, pas dès le début. Ah, ok. Mais tu peux maîtriser les sortilèges impardonnables. Ok. Les 3. D'accord. Voilà. Tu vas le faire? Ça dépend contre qui. Pourquoi pas? Oh. Bah, il y a un moment, si. Genre, moi, Voldemort, j'ai aucun scrupule à lui balancer un Avada Kedavra. Hein. Je veux dire, il y a un moment, même Harry, lors du duel final, il lui lance un Expelliarmus. S'il te plaît, Harry. Il y a un moment, voilà. Faut arrêter de beurrer la biscotte, comme on dit. Et nous passons au prochain hibou. Il nous a été envoyé par Colline. Salut Jérémy, salut Marina. Déjà, bonne année. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Merci beaucoup pour votre podcast, il est vraiment génial. Je l'ai fait découvrir à plein de gens autour de moi et franchement, ça valide fort. Donc j'espère que vous allez continuer encore très longtemps et faire tous les tomes d'Harry Potter. J'avais une petite question parce que je viens de réécouter l'épisode du Magic Opus et où vous parliez des téléphones, etc. Et j'avais une question pour vous. Est-ce que vous pensez que, de votre point de vue, bien évidemment, si J.K. Rowling avait écrit l'histoire d'Harry Potter, non pas dans les années 90, mais plutôt dans les années 2010, voire 2000, est-ce que vous pensez qu'elle aurait intégré les nouvelles technologies ou qu'elle les aurait vraiment laissées de côté pour garder ce côté assez authentique des hiboux, du réseau de cheminées, etc. Voilà, moi c'est une petite question que j'avais en tête et je voulais avoir votre avis. Voilà, merci beaucoup. Merci Colline, excellente question. Alors on a des éléments de réponse parce que J.K. Rowling a évoqué le sujet dans un écrit publié sur Pottermore en 2015. Et dans cet article, elle y explique qu'Internet et plus globalement les nouvelles technologies moldues, ça intéresse peu les sorciers en fait parce que la magie, elle permet de faire déjà un paquet de choses. Même si elle précise que certains sorciers s'intéressent à Internet avec une curiosité, je cite, légèrement condescendante. Donc ça existe, c'est bien possible d'apprendre Internet et d'utiliser Internet par exemple dans le monde des sorciers et à Poudlard. Mais on sait aussi que la magie, elle n'est pas forcément compatible avec la technologie moldue. Parce que Hermione, elle explique par exemple qu'on ne peut pas utiliser des micros à Poudlard parce qu'il y a trop d'ondes magiques. Mais on sait aussi de J.K. que les élèves en cours de moldu, ils étudient Internet, donc comme je viens de le dire. Donc, c'est pas tout à fait impossible non plus. Il existe des moyens d'utiliser la technologie moldue. On ne sait pas vraiment dans quelles conditions. On peut imaginer, par exemple, que, je sais pas, des élèves qui auraient envie d'utiliser des ordinateurs avec Internet. Peut-être que ça se passe dans une salle à part, à Poudlard, un truc qui, je sais pas, où les ondes magiques sont bloquées, j'en sais rien. On peut s'imaginer plein de trucs. Mais en tout cas, c'est possible. Après, personnellement, là, c'est mon point de vue un peu plus personnel. Je pense que globalement, les sorciers, ils vivent
trop écartés des moldus, en fait. Et ils ont une culture et des mœurs qui sont trop distinctes. Je crois que tu dis le authentique, c'est ça l'adjectif que tu utilises. Moi, je dirais qu'il y a carrément un aspect figé dans le temps, en fait, presque dans le monde des sorciers. C'est pas juste authentique, c'est presque le Moyen-Âge, quoi. Je sais pas, donc je pense pas que Poudlard aujourd'hui, par exemple en 2023, je l'imagine pas forcément différent du Poudlard des années 90 qu'on voit dans la saga Harry Potter. Mais ça, c'est mon avis personnel. Peut-être que d'autres s'imaginent d'autres choses dans leur headcanon, comme on Moi, dit. j'arrive pas non plus à imaginer. Ouais. Mais c'est parce qu'aussi, on connaît, c'est peut-être un peu plus difficile pour les nouvelles générations d'imaginer une vie sans technologie, parce que nous, on a connu les débuts d'Internet, donc on a vécu la vie sans Internet aussi. Enfin, Instant du moins, boomer. pas longtemps, mais en tout cas, on a connu la c'est vie vrai. avec Internet limité, en fait, où on avait 1 heure de forfait par mois, Ouais. et on faisait attention, parce que sinon, on se faisait défoncer par les parents. Et quand on était sur Internet, on bloquait la ligne téléphonique des parents. Donc, il n'y avait Ouais. pas de portable, c'était la loose. Oui, quand on surfait sur Internet, on pouvait plus nous téléphoner. Ouais, donc du coup, quand tes parents voulaient passer un coup de fil, ben voilà, fallait tout stopper et tout. Et on parle de l'Internet 56K, hein. Attention. hein. Avec le Aujourd'hui, fameux bruit du modem et tout. on parle de donc, gigabits maintenant avec la fibre. Donc, du coup, c'est pas compliqué pour nous d'imaginer finalement l'histoire sans technologie. Mais pour ceux qui sont ados aujourd'hui, ça doit être super compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais comme on le voit aussi, les enfants et les ados d'aujourd'hui qui sont baignés dans la technologie, ils continuent de tomber dans cet univers et de l'aimer. Et je me demande, est-ce qu'une des raisons, c'est pas aussi parce que c'est un univers qui est complètement différent du nôtre et qui le devient encore plus différent. Maintenant qu'on est entouré par la technologie, etc. Enfin, c'est trop bizarre de voir des ados qui n'ont pas de portable, quoi. C'est trop bizarre de voir des ados qui n'ont pas d'ordinateur, pas de portable, qui surfent pas sur Internet, qui s'envoient pas des WhatsApp, des Snapchat et compagnie. Et du coup, c'est vrai que je comprends, Colline, le mot authentique, parce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus authentique à Poudlard de voir des ados qui sont dénués de toute technologie? Ouais, je pense. Ouais, j'aurais tendance à penser que malgré le fait que le monde moldu évolue à une vitesse folle, je pense que le monde des sorciers est un monde beaucoup plus lent qui évolue à une vitesse moindre. Je sais pas, dans mon headcanon, dans mon Poudlard à moi, je pense pas que Poudlard soit si différent que ça. D'ailleurs, on parlait d'Hogwarts Legacy tout à l'heure. Hogwarts Legacy se déroule à la fin du 19e siècle. Et pourtant, niveau pratique de la magie, niveau, je sais pas, culture sorcière, tu vois aucune différence avec les années 90. Or, ça se passe 100 ans avant. Donc c'est bien la preuve, quoi. Alors que nous, dans les années 90, on vivait pas du tout comme il y avait 100 ans en arrière. Donc voilà. Clairement. Donc je pense qu'il y a un côté figé dans le temps. C'est pas forcément une bonne chose parce que la technologie on a l'impression de diaboliser la technologie. C'est pas vrai. Il y a du bon dans la technologie. Et quelque part, les moldus sont plus malins que les sorciers dans plein de domaines. Ils sont en avance sur les sorciers dans plein de domaines, grâce notamment à la technologie. Mais je sais pas, moi c'est mon cocon, c'est Poudlard, c'est la magie. Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin de technologie, il n'y a pas besoin. besoin de TikTok et compagnie. Il n'y a pas de TikTok sorcier, non. Et nous passons au dernier hibou sonore, celui d'Adélie. Bonjour Jérémy et Marina, bonjour à l'invité s'il y en a un. Je voulais vous poser une petite question. Vos chats, vous les mettrez dans quelle maison si c'était vous le chapeau magique? Moi, mes animaux, mon chien, je le mettrais dans Gryffondor. J'ai un chat qui irait à Serre d'Aigle, un autre chat qui irait à Poufsouffle et un qui irait à Serpentard. Gros bisous, à bientôt, j'espère passer dans la volière. Bisous. Merci Adélie pour ton hibou trop mignon. Alors, perso. Attends, je te propose un truc. Ouais. On dit la maison qu'on pense de Wheezy en même temps et on voit si on pense à la même chose. Attends, je réfléchis parce que Wheezy, j'hésite. Ouais, vas-y. 1, 2, 3, Serpentard. Ah oui, on est d'accord. C'est une full Slytherin. Elle obtient par tous les moyens de ce qu'elle veut. On ne dirait pas comme ça, elle est toute mignonne, mais quand elle a décidé d'obtenir ce qu'elle veut, elle y va de toutes les manières. C'est une Serpentard. Et Sirius 1, 2, 3, Poufsouffle. Sirius, c'est un vrai Poufsouffle. Voilà, on est trop d'accord. Franchement, il n'y a aucun doute. Ah bah non, il n'y a aucun doute. Sirius, c'est un Poufsouffle de fou. Il adore la bouffe,
Il est bon vivant, Il est super gentil, Loyal, amical. loyal, amical, Ouais. trop cool, quoi. Et Wheezy, elle est un peu plus, comment dire, Ouais. serpentaire, quoi. Ouais, elle est en plus, je sais pas comment dire, elle est plus à se faufiler. Déjà, Ouais, elle obtient ce qu'elle veut par tous les moyens, notamment miauler pendant des heures. C'est pas miauler, c'est hurler. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas, elle se faufile plus, ça se fait plus discrète. Par exemple, dans toutes les photos quasiment, vous allez voir Wheezy en arrière-plan ou l'ombre de Wheezy. Elle est partout, elle est fourbe. Et quand elle décide d'embêter Sirius, elle est fourbe. C'est un truc de fou. Elle est fourbe. Ouais. Elle est un peu manipulatrice aussi. Parce que parfois, elle miaule bizarrement, t'as l'impression que Sirius lui fait mal, mais en fait, c'est elle qui l'a cherché, elle a pas du tout mal. Alors, 2 choses. Wheezy, on l'adore et elle a quand même des qualités, attention. Et la deuxième chose, les Serpentards ne se résument pas à ça non plus. Sinon, on va recevoir plein de... Coucou Léonie. Voilà. Non, mais Sirius, Wheezy, c'est un super chat aussi. Elle est super gentille, elle est calme et tout, elle fait pas de bêtises. Puis avec moi, j'ai une relation spéciale avec elle, donc forcément, c'est mon petit bébé aussi. Mais je suis content de voir qu'on est sur la même ligne. Ouais, carrément. Ah non, mais Sirius, c'est le pouf souffle, quoi. Il est chill, il est bon vivant, il est intelligent, mais il se prend pas la tête, tu vois. Carrément. Lui, il voudrait avoir sa salle commune à côté de la cuisine. Ouais. Ça lui ferait plaisir. Ouais. Bon, par contre, taper en rythme, je sais pas. Mais... Je crois pas. C'est quoi pour entrer dans la salle commune des Serpentards déjà ? C'est un mot de passe. Un mot de passe. Ouais. Un miaulement. Et c'est terminé pour cette volière. On cite comme à chaque fois les hiboux sonores qu'on n'a pas retenus sur cet épisode. Merci à Naya pour son hibou sur l'entrée à Poudlard en cours d'année. Hashtag Hogwarts Legacy d'ailleurs, sans ce point. À Mathis sur le sacré... Attention le spoil. Attention le spoil. De toute façon, on s'en fout, il n'y a plus personne qui nous écoute à partir de la conclusion. On sait les gens. C'est dans la bande-annonce. À Mathis sur le sacrifice de Lily, qu'on a pas mal évoqué dernièrement. À Lou de Montréal pour sa question sur le podcast. Ça remonte un peu pour pouvoir te répondre clairement. À Clara sur sa question sur les lettres de Poudlard. À Priscilla pour son retour sur le 4e film. Et enfin à Ornella pour sa réflexion sur le nombre d'élèves à Poudlard. Ça aussi, on l'a évoqué quelques fois. On en est encore au mois de janvier dans notre volière. Donc, c'est pour ça qu'on continue à nous souhaiter une bonne année. Et si on nous demande si on a passé de bonnes fêtes, c'est parce qu'on en est encore au mois de janvier. Voilà. Donc, si vous n'avez pas du tout été cité et que vous nous avez contacté à peu près à ce moment-là, eh bien, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Pour nous envoyer votre message, il suffit de vous enregistrer dans un vocal d'1 minute environ, puis de nous l'envoyer en message privé sur Instagram, Twitter ou notre page Facebook. N'oubliez pas de nous suivre là-bas pour être tenu au courant des sorties et on vous invite aussi à rejoindre notre Discord pour garder le contact et discuter avec d'autres auditeurs. Si vous avez besoin des liens, faites un petit tour dans la description des épisodes, tout y est disponible. Au dernier épisode, j'avais annoncé l'ouverture d'une chaîne Twitch également. C'est maintenant lancé, le lien est venu s'ajouter dans la description aussi. C'est moi qui l'anime principalement. On a joué au premier jeu Harry Potter version CD-ROM en attendant Hogwarts Legacy. Quand le podcast sortira, ça y est, j'aurai commencé à me plonger dans le nouveau jeu qu'on est beaucoup à attendre. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi là-bas pour des lives le mardi et le vendredi soir principalement. Autrement, les rediffusions sont disponibles sur Twitch et je pense qu'elles le seront sur YouTube indéfiniment. Peut-être pas tous les lives, mais en tout cas, certaines seront sur YouTube. Donc, faites-vous plaisir si ce type de contenu vous intéresse. C'était simplement Jérémy et moi sur cet épisode, mais on continue bien évidemment de recevoir des invités auditeurs. Donc, si vous souhaitez déposer votre candidature pour un futur épisode, rendez-vous sur le Discord. Les infos pour ça sont à retrouver dans le salon La Volière. Si vous aimez notre émission, n'oubliez pas de la soutenir en en parlant autour de vous, bien sûr. Et pourquoi pas en nous laissant des étoiles et un commentaire si ce n'est pas encore le cas et que votre appli vous le permet. Vous avez été pas mal à commenter sur Apple dernièrement. Un grand merci à Caméléon, Alexto, Romy Rom, Lille, Ludimano, Inès, Steph et Romilda pour avoir pris le temps de le faire. On pense aussi aux quelques auditeurs qui commentent sur YouTube. Tout ça permet à notre petite fréquence d'être mieux référencée et d'être encore plus visible, donc ça nous fait toujours super plaisir. Pour finir avec le gratin du gratin aussi, avec beaucoup de bonheur, l'ensemble de nos tipeurs actifs du moment, au moment de cet enregistrement en tout cas. Big up à Corsetilou, Lolax, Mugiwara, Julien BD, Lord DGRC.
Yonde, Larine Mancien, Chloé, Charlotte, Priscilla, Camille, Lucie, Bispac, Virginie, Pamela, Florine, Louison, Aurélien, Kimidoc, Kali, Mathilde et Miss Bookin. Ça se rallonge, c'est incroyable. Si vous aussi vous souhaitez soutenir notre projet avec quelques galions, le porte au loin vers la page Tipeee du podcast est elle aussi à retrouver dans la description. Un grand merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode en petit comité a plu à vos oreilles et on a déjà très hâte de vous retrouver pour le prochain chapitre de la Coupe de Feu qui s'intitulera Verpet et Croupton. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!